Acteurs de l'insertion, le podcast de l'Union nationale des associations intermédiaires. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de notre podcast Acteurs de l'insertion, le podcast de l'UNAI, Union nationale des associations intermédiaires. Vite, épisode 0 si vous ne savez ni ce qu'est l'UNAI, ni ce que sont les associations intermédiaires. Et vous comprendrez ce que nous allons discuter aujourd'hui avec Arnaud Denoy, directeur de la plateforme de l'inclusion. Bonne écoute. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, peux-tu nous expliquer quel est ton rôle au sein de la plateforme de l'inclusion ? Bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis le directeur de la plateforme de l'inclusion. La plateforme, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé par le ministère du Travail et France Travail. Également, dans notre assemblée générale, on a le ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Et notre objet social, c'est de développer et déployer des services numériques partagés dans le secteur de l'insertion. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la plateforme, c'est les emplois de l'inclusion, le marché de l'inclusion, le pilotage de l'inclusion, la communauté de l'inclusion, tous ces trucs avec l'inclusion, mais aussi Dora, immersion facilitée, j'en oublie, mon récap. Ouais, exactement. Et c'est d'ailleurs, c'est notre chance et notre défi aussi, c'est que, à l'origine, du groupement, en 2022, on a réuni 10 startups d'État. Mm. Donc tu vois, les trucs, inclusion, tu aurais pu en citer d'autres et de fait, personne n'arrive à les citer en entier. C'est un peu un de nos défis et ce qu'on est en train de regarder en ce moment, c'est, si on peut pas, simplifier l'expérience des gens qui nous utilisent. Donc plutôt que d'avancer par, site internet séparé, et de demander aux personnes qui, embauchent quelqu'un en IAE de décrocher sur un autre site pour, par exemple, prendre un rendez-vous, avec un allocataire du RSA sur rendez-vous insertion. On est en train de réimaginer des parcours un peu plus simples, pour les utilisateurs et utilisatrices de la plateforme, sachant que ce sont tous a priori des professionnels de l'insertion. Donc ils interviennent, sur des parcours de personnes éloignées de l'emploi et donc ils ont vocation à utiliser non pas simplement les emplois ou Dora, mais quasiment la totalité des actes métiers qu'on leur propose. Et comment vous réfléchissez justement à cette refonte du parcours utilisateur ? Vous allez voir des structures, vous allez demander à des utilisateurs ? Ouais, c'est hyper intéressant comme question. Alors il faut être complètement honnête, c'est l'exercice du podcast. Donc peut-être te dire aussi ce qui a inspiré cette, réorganisation, c'était aussi une contrainte de moyens. Mmh. C'est-à-dire qu'on comme l'ensemble du secteur, on a vu nos subventions baisser avec le temps et en particulier, on a eu, des coupes de budget en 2024 et là, on s'est dit: «Est-ce qu'on fait moins de choses?» Donc nous, on fait du numérique, donc est-ce qu'on fait moins de fonctionnalités? Est-ce qu'on améliore moins les produits? Est-ce qu'il y aurait une manière de bosser différemment qui nous permettrait en gros, d'être un peu plus efficace? Et on a plutôt opté pour la deuxième option. Alors il y a des choses qu'on va pas faire parce qu'à un moment, quand on n'a pas les moyens de les faire, on peut pas les faire. Mais on pense qu'il y a une manière de s'organiser un peu différente. Alors la manière dont on s'y prend, déjà, avec, notre collègue Louis-Jean qui est responsable des parcours utilisateurs, à la plateforme, on a regardé tous les actes métiers qui pouvaient aller ensemble. En gros, on s'est replacé un peu dans la peau d'un professionnel, sachant qu'il y en a vraiment, de tout type, Mmh. puisqu'on s'adresse à la fois à des conseillères, des conseillers France Travail, à des, chargés d'insertion professionnelle dans des structures d'insertion par l'activité économique. J'essaie de pas dire d'acronyme, donc je prononce tous les mots. Ou même à une personne qui est travailleuse sociale, dans un conseil départemental. On en a plusieurs milliers qui, nous utilisent tous les mois. Donc en fait, en réalité, il y a pas un parcours, mais, il y a autant de parcours que, de contextes professionnels et quand on est dans un conseil départemental, on n'a pas le même environnement de travail que dans une SIAE. Donc il a fallu, faire ce travail un peu d'empathie, pour se mettre à la place des différents utilisateurs et utilisatrices et ensuite, le jeu qu'on doit avoir, c'est de se dire, où est-ce qu'on crée encore de la complexité? Et à chaque fois qu'on en crée, il faut qu'on fusionne des parcours, des produits, des étapes. Par exemple, donc exemple concret, aujourd'hui, il y a à peu près au moins 3 écrans où une structure d'insertion doit nous donner des informations sur elle, pour nous dire simplement si elle existe, Mmh. si, elle a changé son offre de service et le type de public qu'elle peut accueillir, si elle fait pas que de l'IAE, parce que parfois elles ont aussi un garage solidaire ou une autre activité. Et donc on s'est dit, bah, un truc qui paraît évident, mais qu'on n'avait pas fait parce qu'on s'était construit avec le temps à des startups Mmh. d'État autonomes, on s'est dit, bah, peut-être qu'il faut proposer un endroit unique où on collecte de l'information fiable sur les dispositifs d'insertion. Mmh. Donc là, on est en train de regarder si, quand on fait ça, effectivement, on fait gagner du temps aux structures. Et puis ça nous permettra aussi d'avoir des données de meilleure qualité, parce que quand on se rendra compte qu'on n'est plus à jour, tout à l'heure avant le podcast, tu me Mmh. parlais de la fameuse liste des associations intermédiaires que personne n'avait, Mmh. et tu me faisais remarquer à juste titre qu'on n'était pas forcément au courant quand une AI disparaissait. Mmh. Bah, typiquement, en fait, si on centralise cette donnée-là, de manière un peu plus, intégrée et fiable, ce sera plus facile aussi, d'avoir l'info, plus rapidement, qu'une structure a cessé d'exister ou, qu'une nouvelle structure s'est créée. Donc ça, c'est un exemple de mutualisation, Mmh. qui fait partie de cette nouvelle organisation de la plateforme.
Donc ça implique aussi un changement, pour, les équipes qui est de plus, parler d'aura, emploi, communauté, mais, de se recentrer un peu sur les problèmes de nos utilisateurs et de regarder comment on peut mieux les aider. Alors les AI ont découvert l'inclusion, de façon un peu, brusque en novembre 2021 avec l'arrivée des passes. Ça a été un moment, qui les a tous marqués. On est passé d'un mode, d'organisation très différent à celui-ci. Est-ce que tu connaissais les associations intermédiaires avant ce moment fatidique? Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce grand moment qui a été novembre 2021? Alors, c'est vrai que c'est particulier, avec vous parce que alors on n'a pas tout réussi, mais souvent quand je discute avec des personnes sur le terrain qui utilisent la plateforme de l'inclusion, il y a un peu un consensus quand même pour dire que c'est quand même cool les passes IAE et que ça marche quand même pas mal et que c'était pas, c'est plutôt mieux par rapport au système d'avant des agréments, avec le passage par Pôle Mmh. emploi et quelquefois plusieurs semaines avant le démarrage des contrats. Donc globalement, les gens disent que ça marche bien. Mais donc le avant-après est plutôt positif Mmh. de cette numérisation. Ce qui est déjà quand même pas évident quand on regarde dans l'histoire de la numérisation du service public, il y a bien des cas où, la numérisation, ça est considéré comme une régression. Donc on est plutôt fiers d'avoir, fait de cette numérisation une opportunité et du fait que ça a aidé les gens. Les AI, c'est particulier parce que vous, votre avant-après, il a l'air, d'être un peu moins bien vécu. Et notamment parce que vous, vous aviez pas l'agrément, enfin, en tout cas, c'est ma compréhension du Oui, dispositif, pas c'est pas que en l'agrément fait, ouais, automatique uniquement donc quand on travaille en vous, entreprise. vous avez rejoint la plateforme de l'inclusion en même temps que, vous passiez sous un contrôle, accru de l'État. Donc notre boulot avec vous, ça a été un peu différent. Ça a été on n'est pas venu, supprimer un irritant que vous pouviez Mmh. avoir ou une difficulté administrative. Nous, ce qu'on a essayé de faire, n'étant pas à l'origine de cette, évolution réglementaire qui vous faisait passer sous les PAS IAE, ça a été de se dire: «Bon, le secteur des AI va vivre cette bascule. Qu'est-ce qu'on peut anticiper de difficile et comment nous, à notre échelle, on peut leur rendre cette bascule un peu moins douloureuse ou le plus indolore possible?» Et pour répondre à ta question, les AI, quand même, je connaissais avant que vous Mmh. utilisiez des PASS IAE parce que, bah, quand j'ai découvert, l'IAE, l'insertion par l'activité économique, peut-être la première chose dont on m'a parlé, c'était la typologie des Mmh. structures et déjà quand même le AI, Mmh. j'ai dû apprendre par cœur que ça voulait dire association intermédiaire. Ouais, mais on À ne pas échange. confondre avec ACI. Oui, et puis nous, le «i», c'est pas insertion, alors ça perturbe tout le monde, mais bon, on s'y fait. Alors Et une des je peux rajouter quelque mais chose? bien sûr. C'est, parce que c'est intéressant ta remarque sur c'est pas Mmh. insertion et puis nous c'est enfin te je t'entendais dire aussi que vous étiez quand même un peu un pas de côté par rapport à l'IAE et en fait nous ça nous touche beaucoup parce que les convictions qu'on porte, enfin que je porte, en tant que directeur, mais je pense que je partage avec le collectif, c'est une vision décloisonnée de l'insertion, professionnelle et dès qu'on a pu, on a mis, toutes les opportunités d'emploi inclusif, dans, la plateforme de l'inclusion. Vous pouvez trouver aussi des entreprises adaptées, par exemple, il y a Mmh. quelques ESAT, et puis après la cartographie de l'offre de services, qu'on a faite sur le site d'Aura, on a eu aussi cette logique et donc le fait de pas rentrer dans l'insertion par les dispositifs et leur financement, mais plutôt de se poser la question du besoin d'une personne et d'essayer de masquer parfois, le millefeuille, Mmh. administratif, nous, ça nous motive pas mal. Donc de ce point de vue-là, on a une version très universelle de l'insertion et on est heureux aussi de pouvoir compter les AI dedans. En tout cas, effectivement, ça a changé le travail, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses, effectivement, dont les structures sont contentes, notamment, l'agrément, le fait de pouvoir faire des autoprescriptions. Ça a été une vraie révolution, hein, pour les structures, qui peuvent du coup, maîtriser, l'attribution du PASS IAE. Une question qu'on se pose beaucoup, quand on est en structure, c'est l'articulation avec, les différents, systèmes de reporting, donc l'ASP, les DSN, j'en passe. Comment est-ce que vous travaillez à l'inclusion avec les autres acteurs et est-ce qu'on a des perspectives de rendre notre quotidien plus facile? Oui, c'est une des raisons pour lesquelles on est financé à la plateforme de l'inclusion et c'est aussi, quelque chose qui donne du sens à notre travail. On appelle ça l'amélioration continue. Mmh. C'est-à-dire dans un monde où parfois, on construit un site internet, on le lance et puis on va faire autre chose. Je caricature, mais Mmh. c'est parfois la manière dont on a pu concevoir les sites internet, dans le Mmh. public et d'ailleurs aussi dans le privé. On préfère, penser à l'amélioration continue, c'est-à-dire, lancer rapidement un produit. La plateforme de l'inclusion, la première version du site internet est sortie quelques semaines après, la sortie du pacte d'ambition pour l'IAE. Donc ça ressemblait pas à grand chose, ça permettait de faire le minimum, mais ça nous a permis tout de suite de voir des vrais utilisateurs, délivrer des passes IAE et de se rendre compte ce qui était critique à améliorer. Donc tout ça, on continue de le faire, près de 5 ans après et l'amélioration continue, c'est souvent, faire la chasse aux doubles saisies. Donc on a eu, quelques victoires cette année. Alors c'est parfois des chantiers de longue haleine. On appelle ça dans le jargon public le «dites-le nous une fois». C'est un principe, plus on le dit, moins on l'applique généralement.
Mais il faut savoir que, enfin, je dis il faut savoir, malheureusement tout le monde le sait, mais l'État et l'administration ou les collectivités disposent, déjà de la plupart des données, qu'elles demandent, à leurs, administrés. Et donc la difficulté, c'est de comprendre où est la donnée et de trouver le bon cadre législatif, réglementaire, et puis aussi la bonne volonté, ici ou là, pour récupérer cette donnée et l'afficher là où elle est utile. Donc récemment, on a réussi à récupérer plein de données utiles sur les critères d'éligibilité à l'IAE. Parce que, du coup, maintenant que vous êtes, des des fans du pass IAE, il vous aura pas échappé que même dans le cadre de l'autoprescription, que tu décrivais, à un moment, il faut que vous écriviez et que vous détailliez pourquoi la personne, peut rentrer, dans l'IAE et un exemple de ça, c'est le statut RSA. Mmh. Et tu pourrais me dire: «Mais pourquoi vous me demandez des milliers de fois par semaine de déclarer si, une personne est au RSA alors que l'info est connue, de la CNAF, qui est un opérateur de l'État?» Bon, tu aurais raison d'être en colère ou de te plaindre. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques semaines, la plateforme de l'inclusion est connectée directement avec cette donnée à la CNAF. Et donc, dès qu'on a connaissance d'une personne sur la plateforme de l'inclusion, on est capable de dire au prescripteur ou à l'employeur en AI, attention, cette personne, on le sait, est détentrice du RSA. Et donc, c'est une manière aussi de, quelque part, soulager la personne concernée et son accompagnateur ou son accompagnatrice, de lui fait de lui demander un justificatif, de devoir le prouver, etc. Donc on a cet exemple, cette victoire récente sur le RSA. On est aussi en train de récupérer des données assez sensibles sur le statut handicap, reconnaissance travailleur handicapé de la personne. Pareil, pour éviter aux gens de devoir répéter, ce qui est parfois désagréable, on l'entend. Et donc voilà comment on s'y prend. Et après, effectivement, les écosystèmes avec lesquels on est obligé de se connecter, où on veut se connecter davantage, c'est par exemple l'agence de services de paiement, l'ASP. Mmh. Donc ça, on a déjà beaucoup de liens, puisque dès qu'une personne est recrutée sur la plateforme de l'inclusion, une fiche salariée, comme on dit dans le jargon, est envoyée à l'ASP pour que la suite du parcours puisse avoir lieu sur l'extranet. Effectivement, enfin moi, ma conviction, c'est qu'il y a encore énormément de Mmh. simplifications à aller trouver. Je pense qu'il faut qu'on se mette dans une même salle avec l'ASP, la plateforme, et qu'on regarde dans le parcours ce qu'on peut encore simplifier pour les utilisateurs. Nous, notre idée, en tout cas, c'est de faire gagner du temps à vous, les associations intermédiaires, mais à l'ensemble des dispositifs. On fait l'hypothèse que votre temps serait mieux employé à Qu'à être passé remettre, à accompagner les personnes plutôt qu'à vous balader sur nos interfaces en essayant de remplir les champs. Donc, vous pouvez compter sur nous pour ne jamais lâcher ce combat-là. Et un autre point sur lequel vous travaillez beaucoup, c'est sur, la visibilité, des structures et notamment, là, je pense très fort au marché de l'inclusion, qui aide beaucoup. On sait qu'en ce moment, pour les AI, on a un gros enjeu d'activité. Donc, on en a parlé lors du congrès de l'UNAI. On a 2 personnes, du marché qui étaient là et qui ont dit: «Il faut référencer vos structures, sur le marché». Qu'est-ce que vous faites, auprès des grandes entreprises, des acheteurs, développer la visibilité des SIAE en général? Beaucoup de choses. C'est un des produits qu'on a lancé au moment du pacte d'ambition pour l'IAE. Donc, c'est assez ancien, le marché de l'inclusion, ça a près de 5 ans maintenant. Et ça marche assez fort. Il faut savoir qu'on arrive à tracer plusieurs millions de chiffres d'affaires tous les ans qui sont directement réaffectés à l'insertion, alors que typiquement ils auraient pu être fléchés vers le secteur privé ou lucratif ou ordinaire. Il n'y a pas 10 000 manières de s'y prendre. Il y a une équipe de commerciaux, donc au sein de notre Mmh. équipe, qui accompagne les acheteurs publics et privés. On a de plus en plus une logique de grand compte, puisque on s'est rendu compte quand même que c'était parfois plus rentable en termes de temps investi d'accompagner un gros acheteur et de lui expliquer l'intérêt de faire appel à l'insertion ou au handicap, que même si ça prenait du temps, en fait, une fois que le déclic s'était fait, Mmh. bah, l'impact, pour le secteur était considérable parce que c'était des achats qui se comptaient en dizaines de millions d'euros, des gros appels d'offres publics ou des expressions de besoins, privés. Par rapport à il y a 3 4 ans, l'équipe aujourd'hui, elle se concentre pas mal sur les grands comptes. Ensuite, on investit pas mal le champ public, des acheteurs publics, puisque la commande publique, c'est des milliards d'euros, donc c'est un énorme potentiel. On est nous-mêmes opérateurs d'État, donc on Mmh. se sent un peu légitime à travailler avec nos collègues dans la fonction publique et dans les administrations et les collectivités. On a une super relation, par exemple, avec la direction des achats de l'État. Mmh. Et on est, en fait, on joue à fond les nouveaux SPASER. Je sais pas si, Oui, voilà, vous les devez bien schémas connaître publics les. Ah d'achat oui, alors socialement tu vas responsables, me il me piéger en me semble. demandant l'acronyme, alors que je le connais parce que Sofiane me l'avait répété, mais effectivement, c'est des schémas qui obligent un certain nombre d'acteurs publics à planifier leurs achats inclusifs. Donc Mmh. ça, pour nous, c'est génial parce que la réglementation l'impose et nous, on arrive comme un outil pour rendre ça possible et donc pour venir en soutien aux acheteurs. Donc ça nous porte pas mal.
Donc en gros, je t'ai dit qu'on se concentrait pas mal sur les grands comptes, donc Mmh. les gros acheteurs, publics, privés. Je pourrais t'en citer quelques-uns, hein. On travaille très bien avec la SNCF, qui, par exemple, a fléché, un énorme marché d'entretien d'espaces verts, et l'a réservé à l'insertion. Alors même que quand on a démarré l'accompagnement de la SNCF et les discussions, c'était pas du tout, donné que ce marché allait être fléché vers l'insertion, donc c'est une grande fierté de l'équipe et de l'impact qu'a pu avoir le marché de l'inclusion. Mais il faut savoir qu'il y a plein de petits achats et d'ailleurs parfois, alors peut-être pas les associations intermédiaires, mais plutôt, les ESAT, je pense aux chantiers d'insertion, sont intéressés aussi par des prestations de plus petite taille ou de la livraison de matériel et donc là, en fait, il faut s'adresser à des acheteurs qui sont pas professionnels. Mmh. Donc ça peut être une personne qui organise la vie d'un bureau et qui tout d'un coup a besoin d'un traiteur et là, il s'agit de la trouver, de capter ce besoin et de la convaincre de faire appel à un traiteur inclusif, plutôt qu'à Sodexo ou, Mmh. l'équivalent qu'elle connaît déjà. Et donc là, il faut s'y prendre différemment. C'est pas du tout le même travail parce que c'est des gens qui ont pas de spazer ou de plan Mmh. d'inclusion ou de clause sociale. Donc là, le travail qu'on fait, c'est, en fait, on prend à notre charge une partie de la communication, en faisant tourner, par exemple, des campagnes d'acquisition, sur, des réseaux sociaux, sur des moteurs de recherche et en allant capter ces besoins. Donc quelqu'un qui cherche, tiens, achat traiteur, prestation traiteur et donc là, on vient afficher une petite annonce et on capte cette demande et ensuite on les met en relation directement sur le même territoire avec des traiteurs inclusifs. Et comme ça, on espère petit à petit, consolider l'emploi dans l'insertion et dans le handicap en aidant, comme tu l'as dit, à valoriser les structures. Merci beaucoup parce que c'est vrai que les structures sont souvent petites, locales et on n'a pas la force de frappe, forcément du national donc là, vous faites notre travail. Merci beaucoup. Est-ce dans les différents produits de l'inclusion, est-ce qu'il y en a un qui est sous-utilisé, lequel vous vous dites: «Il y a un effort à faire pour que les structures le connaissent, c'est le moment pour que les AI, s'en emparent»? Alors ils sont tous sous-utilisés parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque fois qu'on lance, alors nous on appelle ça des startups d'État. C'est Mmh. juste une manière d'appeler, le fait de constituer une petite équipe, de réinternaliser, dans l'administration le développement d'un service numérique plutôt que de l'externaliser à une société de conseil en informatique. Donc ça, nous, c'est ce qu'on fait, ça s'appelle des startups d'État. Et en fait, assez rapidement dans la vie de la startup d'État, on mesure le potentiel de marché. Donc nous, par exemple, on estime que potentiellement, on pourrait être utilisé par 160 000 personnes. Mmh. C'est le compte qu'on a fait du nombre de personnes qui se retrouvent dans un cadre professionnel à accompagner des usagers pour l'insertion professionnelle. Et on n'a pas 160 000 personnes qui nous utilisent tous les jours. Mmh. Donc de ce point de vue-là, il y a encore de la marge. On en a au dernier compte 130 000, c'est déjà pas mal. C'est Elles énorme, nous hein? utilisent tous les mois. Mmh. En revanche, on se rend compte que on a des niveaux d'usage qui sont très variés. Par exemple, on a beaucoup de personnes qui nous utilisent pour l'orientation IAE, Mmh. parce qu'on a été connus et on a été créé pour ça. Et puis maintenant, l'usage du pass IAE est devenu obligatoire, donc quelque part, c'est facile pour nous d'avoir des gros chiffres d'usage sur l'IAE. Mmh. Et on a aussi beaucoup de personnes qui nous utilisent sur l'immersion professionnelle. Mmh. On a un service qui, cartonne, qui s'appelle Immersion Facilité et qui, a pour le coup, tu parlais de simplification tout à l'heure, qui a remplacé un CERFA qui était quand même très long et compliqué à remplir et qui, occasionnait beaucoup d'abandons, Mmh. entre le moment où des personnes s'intéressaient à l'immersion et le moment où elles pouvaient démarrer un stage. Donc on a remplacé ça par un service en ligne, qui est plébiscité par des millions de personnes et il y a comme ça à peu près maintenant 30 000 débuts de personnes qui démarrent des stages tous les mois grâce à notre service. Donc ça, c'est là, je t'ai cité, les PASS IAE, l'immersion professionnelle, ça, c'est 2 actes métiers, Mmh. sur lesquels on intervient à la plateforme et qui ont un usage, je dirais, massif. Mais on a plein d'autres services qui sont, en phase, plutôt de croissance de leur usage et pour ne citer qu'un service, par exemple, on a, la plateforme Dora qui cartographie l'ensemble des solutions au-delà de l'IAE, qui pourraient aider une personne sur un territoire. On parle beaucoup des nouveaux parcours du RSA, par exemple, avec l'idée qu'une personne doit trouver 15 à 20 heures Mmh. d'activité. C'est pas facile, aujourd'hui sur un territoire, quand on a un accompagnateur, de trouver des solutions, pour les freins, d'accès au logement, de maîtrise, du français, ou, du numérique. Et donc, Dora s'affirme comme la plateforme où chaque acteur peut dire qu'il existe, dire sur quel champ il intervient et recevoir du public. Donc c'est un appel que je lance ici. Si jamais vous êtes un dispositif d'insertion et que vous voulez être plus connu sur votre territoire parce que vous galérez à sourcer des bénéficiaires, comme on dit dans le jargon, Mmh. eh bien, allez regarder sur dora.beta.gouv.fr. Dites-nous que vous existez parce qu'à ce moment-là, vous rejoindrez une base de données formidable qui est celle de la plateforme de l'inclusion et qu'on rediffuse ensuite à l'ensemble du secteur. Donc, ça, Dora, c'est un service qui aussi gagne encore à être connu et surtout utilisé.
puisqu'on a quelques milliers de mises en relation par mois, mais on sait que le potentiel se compte plutôt en millions. Voilà. Mmh. Et est-ce qu'un jour on va enlever bêta dans les adresses, URL ou pas? Tu sais que c'est déjà le cas, puisqu'on a obtenu le nom de domaine officiel .gouv.fr il y a déjà plusieurs mois. C'est plutôt, c'est la faute des, c'est notre faute à nous, parce que on a dépriorisé parfois la bascule. Ça demande Mmh. un petit travail technique, et on se dit souvent qu'il y a des choses plus intéressantes à faire, notamment pour nos utilisateurs, qu'ils s'en foutent un peu du bêta ou du pas bêta. Mais tu verras du coup que certains sites sont déjà en .gouv, notamment le site du groupement. Si vous tapez inclusion.gouv.fr, vous trouverez un accès direct à notre plateforme. Donc, je sais pas. Alors, peut-être que c'est pas uniquement une question de moyens, peut-être qu'on le laisse parce qu'on aime bien ce que ça dit aussi. Mmh. Bêta, c'est le droit à l'erreur. Et c'est vrai qu'on s'est construit là-dessus, les startups d'État, de dire on lance un truc qui est forcément dégradé, il y a forcément des choses qui marchent pas, mais au moins on se confronte au réel rapidement. Mmh. Et ce droit à l'erreur, il s'incarne bien dans l'URL bêta. Puis BetaGouv, c'est des copains, c'est le programme qui a incubé la plupart des services numériques qu'on opère maintenant, donc c'est un rattachement dont on est aussi assez fier et auquel on est attaché. Et je pense que les utilisateurs voient bien que les applications évoluent en permanence et c'est aussi ce qui est hyper appréciable. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas sur un truc super figé et non, ça vit et ça va dans le bon sens. Et ben, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, pour le mot de la fin? Déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous écoutent et qui utilisent la plateforme de l'inclusion. Je voudrais les remercier pour leur usage, pour leur patience aussi. Parce que quand on fait un outil de travail, et a fortiori un outil numérique, on sait que parfois on rate notre coup et qu'on crée des irritants autant qu'on en résout. Et donc merci à toutes les personnes qui nous font confiance et qui comptent sur nous pour améliorer les parcours. C'était important pour moi de les remercier et de leur dire qu'on les écoute. On a des milliers d'exemples, tu le dis, les services évoluent très vite. Donc on a des milliers d'exemples de retours qu'on a eu d'utilisateurs sur des suggestions d'évolution qu'on a pu prendre en compte, parfois au bout de quelques jours, parfois au bout de quelques mois. Mais dans beaucoup de cas, on arrive à écouter, à prendre en compte les besoins des utilisateurs. Et donc merci, et puis continuez à être exigeants et à nous aider à guider nos travaux. Là, je parlais de l'intégration et de la simplification des parcours pour qu'on ait du lien entre nos produits. Bah, ça se fera et ça marchera si jamais c'est guidé par vos besoins. Donc dites-nous là où vous aimeriez voir du Dora à l'intérieur des emplois de l'inclusion. Si pour certains qui utilisent Rendez-vous Insertion, vous aimeriez qu'il existe ailleurs, qu'il soit différent, voilà, faites-vous entendre, écrivez-nous et on essaiera d'être à la hauteur. Et puis j'en profite pour, signaler que vous travaillez énormément avec les réseaux. Enfin, nous, on passe beaucoup de temps avec les personnes de la plateforme pour faire évoluer, pour remonter les besoins. Donc, ça passe aussi par nous et c'est quand même très appréciable de pouvoir travailler comme ça. Effectivement, et tu parlais de la bascule compliquée sur les PASS IAE à l'époque. Mmh. Le souvenir que j'en ai, c'était aussi un super exemple de collaboration avec vous, parce que l'équipe pilotage de l'inclusion, qui est une des équipes de la plateforme, m'avait signalé très tôt qu'ils avaient, en regardant les données, ils s'étaient dit mais il va y avoir un problème de renouvellement d'un certain nombre de passes de toutes les AI, et si on ne fait rien, ça peut créer un énorme stress dans le système, voire des ruptures, Mmh. parfois alors je sais pas si c'était d'aide au poste, mais en tout cas, le problème semblait être suffisamment grave pour que l'équipe m'en alerte, et j'ai l'impression que ça avait été un super exemple d'anticipation. Donc sur la base des données qu'on vous avait présentées, avec l'aide de la DGFP et de vous en tant que réseau, on avait réussi à transformer quelque chose qui aurait pu être un cauchemar opérationnel en une phase de transition douce. Donc merci pour ça, parce que c'est sans doute le signe qu'on arrivait bien à travailler ensemble. Et ben, merci beaucoup Arnaud. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.